Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 46, l'homme de paille. La victoire totale de Théodose en 388 contre Magnus Maximus a bien déblayé le terrain politique pour l'empereur. Magnus a évidemment fini décapité à la fin août. Son fils et unique héritier, Victor, lui, a été étranglé à Trèves par le général franc Arbogast, alors que l'ex-consul et l'homme de l'ombre Mérobo avaient déjà été poussés au suicide un peu plus tôt cette année-là. Et on ne parle pas de la myriade d'autres proches conseillers et généraux de Magnus qui ne survivront pas non plus à la défaite de leur empereur. Un bon nettoyage au Karcher, tout ça. 388 est donc un nouveau départ pour l'Empire, avec officiellement 2 empereurs en poste, Valentinien II et Théodose. Enfin ça, c'est sur le papyrus. Dans la vraie vie, ça va s'avérer un tout petit peu plus compliqué, comme nous allons le voir dans cet épisode. La guerre de 388 finit sur un écrasement total de la rébellion de Magnus et sur l'exécution ou la fin brutale de tous ses proches partisans. Chrétien nicéen ou pas, la pitié n'a pas sa place dans les affaires politiques du IVe siècle et Théodose ne fait pas de quartier à ses opposants lorsqu'il reprend le contrôle de l'Ouest. Mais dans le camp royaliste, s'il faut l'appeler ainsi, ça s'est pas mal dégarni aussi. Avec la mort de Baoto évidemment, l'autre fantastique disparue juste au début de cette guerre contre Magnus est celle de Mérobo, possiblement au début de cette même année. Mais plus important encore, c'est l'impératrice Justine, qui meurt de sa belle mort en 388. La redoutable mère de Valentinien II, l'ex-épouse des 2 anciens empereurs occidentaux, Magnence en 350, puis Valentin Ier en 370. La probable arrière-petite-fille de Constance Chlore s'éteint cette année-là, alors qu'elle n'a pas 50 ans. La princesse à la beauté époustouflante, la femme politique ambitieuse, la mère surprotectrice de son fils, l'empereur Valentinien II, disparaît durant cette année critique, sans voir le rétablissement de son fils qui retrouve son trône de l'Ouest. Enfin, plus ou moins soyons honnêtes, car Théodose, qui reprend le contrôle des opérations à Milan, garde la même piètre opinion sur son nouveau beau-frère. Après tout, c'est lui qui a gagné la guerre, avec son armée et avec ses généraux, pas Valentinien, arrivé les mains vides ou presque 1 an plus tôt à Thessalonique. Et puis c'est lui le défenseur de la vraie foi nicéenne, pas Valentinien II, qui n'a renoncé que du bout des lèvres à son arianisme pour échapper à Magnus Maximus et sauver sa peau. Valentinien II, 18 ans en 388, retrouve donc une position toute nominale d'empereur de l'Ouest. En réalité, il est tenu à l'écart de toutes les décisions dès la reprise en main par Théodose. D'ailleurs, il n'est même pas convié au triomphe de son beau-frère suite à la guerre civile, on ne veut même pas l'afficher dans le camp des vainqueurs. Les monnaies de l'époque reflètent même cette subordination totale. Le jeune empereur de l'Ouest n'apparaît qu'en tout petit, à côté de Théodose, sur les nouvelles monnaies qu'on commence à battre pour remplacer celle de Magnus, positionnée clairement sous la tutelle de l'empereur de Constantinople. Il n'y a qu'un seul homme qui triomphe suite à la guerre de 388, qu'un seul homme qui concentre tout le pouvoir et les décisions. Et cet homme, c'est Théodose. De toute façon, c'est simple. Après sa victoire, Théodose s'installe à Milan avec sa cour, d'où il se met à gérer ses nouveaux territoires, pendant que son fils aîné et ses fonctionnaires, restés à Constantinople, gèrent la partie est pendant son absence. Valentinien est laissé en vie.
Mais pour le coup, c'est bien la seule chose qui lui reste, le pauvre. Et le pouvoir, n'en parlons même pas. Et pour bien enfoncer le clou, on l'expédie loin de sa capitale de Milan. Mais pas pour l'envoyer à Trèves, ou sur une frontière où il pourrait être utile et gagner de l'expérience. Non, on l'envoie péter à Vienne. Pas sur le Danube, hein. Non, sur le Rhône. Vous savez, au sud de Lyon. Une belle ville romaine où il ne se passe absolument rien du tout. Même pas de bouchons de char durant le mois d'Augustus. Franchement, si ce n'est pas le symbole ultime de sa déchéance, ça, qui décide d'aller à Vienne de son plein gré? Au IVe comme au XXIe siècle. Sérieux. Allez, on embrasse nos auditeurs de l'Isère. Un département qu'on aime, car on y a tous les deux passé nos jeunes années et fait nos études. Et bien sûr, ceux de la jolie cité de Vienne, qui j'espère nous pardonneront cette facétia. Théodose règne donc à Milan sur tout l'Empire à partir de fin 388. Et Valentinien est lui écarté du pouvoir. L'empereur senior nomme à tous les postes qui comptent des hommes qui lui sont fidèles, à 100%, fonctionnaires comme généraux, pour remettre de l'ordre dans l'Empire occidental. À commencer par Arbogast, envoyé à Trèves comme on l'a dit, et chargé de sécuriser à nouveau la frontière sur le Rhin. Mais il faut un peu revenir en arrière, avant 388, pour comprendre exactement les raisons de cette situation. Car c'est vrai qu'on a peu parlé des francs libres depuis Julien et les années 50, mais ils n'ont pas disparu, et ils se remettent à faire parler d'eux au milieu des années 80. En fait, la plupart des spécialistes font l'hypothèse que les opérations de Julien ont permis de mettre tout le monde franc au pas, en châtiant certains comme les Chamaves et en passant des accords avec les autres, comme les Saliens, installés côté romain. En tout état de cause, quoi qu'ait fait Julien, ça ne devait pas être si mal, puisqu'on n'a plus de mention des francs libres pendant 30 ans. Et pour des barbares, pas de mention veut souvent dire qu'ils sont restés tranquilles dans les terres qu'on leur a assignées ou qu'ils ont continué à fournir les contingents de mercenaires requis, ou les deux. En fait, à défaut de constituer des armées redoutables comme les Goths ou les Alamans, le franc reste toujours un bon pourvoyeur de mercenaires, comme on l'a dit quand il arrive à s'entendre avec Rome. Jusqu'à ce que cette belle concorde se fracture avec les Francs de la région du Rhin, autour de Cologne, qui se remettent à attaquer l'Empire début 388, pile pendant la guerre de Magnus contre Théodose en Illyrie. 3 nouveaux rois, du nom de Génobaude, Marcomère et Sunon, se font remarquer à nouveau dans les textes. Des chefs de large bande probablement, qui ravagent les provinces de la frontière, sans doute une nouvelle fois dégarnis de la plupart de ses défenseurs, partis pour la grande offensive de Magnus au sud. La bonne vieille rengaine des 150 dernières années d'un Limès affaibli qui invite tous les aventuriers d'Outre-Rhin à venir tenter leur chance. Nos 3 mousquetaires vont donc faire parler d'eux en 388, en mettant à sac toute la région de Cologne, avant que les troupes loyales de Magnus, regroupées à Trèves, ne se décident d'agir. La contre-offensive est menée par 2 de ses généraux, et elle va permettre de nettoyer la région une fois la tornade de pillage passée. Nos 2 Romains emploient la manière habituelle pour régler le problème, en faisant fuir le gros des troupes outre-Rhin et en massacrant tous les autres qui ont fait l'erreur d'essayer de se cacher dans la forêt des Ardennes. Si l'anecdote rapportée par un auteur antique est vraie, cela confirme qu'ils sont toujours aussi doués pour des raids contre les civils et les plus faibles, mais qu'ils ont aussi toujours du mal à rivaliser face à une véritable armée romaine bien organisée. Et là, nos certitudes sont ébranlées. Si le nom franc signifie les braves, dans le langage germanique, on peut peut-être se demander si ce n'était pas du second degré cette appellation. Mais bon, pour la première fois en 388, une boulette romaine va permettre aux Francs de scorer en bataille rangée. Ce qui, statistiquement parlant, devait bien finir par arriver après un siècle de raclée non-stop, toujours selon les auteurs. Mais alors, c'est quoi l'histoire, Xavier? Une fois le nettoyage terminé, un des 2 généraux romains, un peu trop chaud comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, décide de franchir le Rhin, refaire son stock de parfums près de Cologne, et d'accessoirement tenter la campagne de destruction des Francs libres? C'est ça? Oui, mais le commandant romain, sans doute en confiance, commet l'erreur habituelle du civilisé sur le barbare entre guillemets, à savoir d'aller en terrain ennemi en se persuadant qu'il est trop fort pour que ça puisse mal tourner. Sauf que cette fois, les Francs vont tendre une embuscade effective contre les Romains, les bloquant dans une zone marécageuse avec des palissades de bois derrière lesquelles ils se sont retranchés. Les Romains vont tenter le passage en force, mais échouent devant la défense franque bien organisée
qui les inonde de projectiles du haut des remparts de bois. L'auteur qui nous rapporte l'épisode décrit même les Francs utilisant des flèches empoisonnées pour tuer les Romains par de simples égratignures. Rien que ça. Alors, le talent caché des Francs pour créer des poisons mortels à la manière des autochtones d'Amazonie est un peu douteux. Mais quoi qu'il en soit, les Romains finissent apparemment par reculer après avoir perdu trop d'hommes face à la palissade. Et la retraite initiale se transforme rapidement en une véritable déroute. Les Romains, acculés par des Francs surgissant sur leurs arrières et leurs flancs, se font littéralement massacrer durant leur fuite au milieu des marécages de Rhénanie, qui décidément ne portent jamais chance aux Romains. On ne reverra plus cette armée, ni ses officiers, qui disparaissent d'un coup d'outre-Rhin. Et c'est donc la première victoire nette qui nous est rapportée des Francs libres sur les Romains que réalisent ces trois petits rois. Des hommes qui, sans changer le cours de la grande histoire, se font une petite place dans les textes de 388. Est-ce que les Francs ont été soudoyés par Théodose pour occuper des troupes et des ressources de Magnus Maximus sur le Rhin et participer à sa grande stratégie de confusion pour mieux cacher sa propre offensive en Illyrie? Peut-être. Ça ne serait sûrement pas la première fois qu'un Romain instrumentalise des raids barbares pour polluer la vie d'un concurrent. Mais on n'en a aucune preuve. Toujours est-il qu'en ce début 388, le Rhin et les Francs libres sont une autre plaie dans le flanc de Magnus. Une autre distraction pour l'empereur de l'Ouest qui ne voit pas au même moment le marteau Théodose en train de se rapprocher pour l'écraser sur la Save quelques semaines plus tard dans la Croatie moderne. Bon, faut se détendre. C'est une toute petite victoire, cette affaire de l'embuscade des Francs avec leurs flèches empoisonnées. Ce n'est pas tout à fait comparable aux batailles gigantesques entre Rome et les armées alémaniques ou gothiques de milliers d'hommes. Donc on reste dans le schéma où les Francs libres continuent à être des poisons, littéralement, pour Rome, mais pas plus. Ils ont fini par gagner une petite bataille sur le terrain, sur leur terrain, ok. Mais ils ne sont pas devenus irrésistibles tout d'un coup. C'est vrai. Mais Arbogast s'attarde un peu à Trêves, une fois qu'on a réglé son compte au fils de Magnus en 388. Pas tant pour profiter du doux climat de la Moselle, mais parce qu'il faut régler ce problème de Francs libres sur la frontière pour le compte de Théodose maintenant. Et Arbogast, peut-être avec plus de troupes ou plus de vistas que ses prédécesseurs, va stopper net leur offensive, galvanisé par la bataille des flèches empoisonnées et tentant à nouveau les raids frontaliers. Et suite à des opérations victorieuses dont on ne sait quasiment rien, notre homme va signer la paix à la fin 388 avec les trois rois francs, qui accepteront l'accord habituel, à savoir plier le genou devant Rome en laissant des otages et en payant un tribut pour obtenir la paix, et attendre la prochaine occasion sans doute. Décidément, rien ne résiste à Arbogast en 388, ni les armées de Magnus, ni son héritier, et encore moins les petits rebelles de la frontière qui se couchent vite devant la rudesse du Franc d'Empire. Car les contemporains décrivent tous Arbogast comme un homme redoutable. Un officier orgueilleux, arrogant et ambitieux. Un païen excessif et cruel, qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Mais bon, si on est honnête, ça c'est le jugement des auteurs chrétiens, qui le dépeindront après sa mort pour ternir son image. Saint Ambroise de Milan lui-même de son vivant le tenait pour un homme estimable, qu'il respectait comme un grand militaire. Et les auteurs païens, eux, ont été bien plus positifs avec ce chef de guerre. Un homme courageux, habile et qui savait faire preuve d'intelligence. Mais ces évaluations contradictoires concordent quand même sur la description générale d'un homme énergique et décidé, qui, quand il prend les choses en main, sait être très efficace, à défaut d'être très délicat. De façon tout à fait subjective et partiale, je préfère nettement la version des auteurs païens. Et quoi qu'il en soit, Théodose a visiblement trouvé avec lui l'homme à poigne bien utile pour tenir l'Ouest et qui n'a pas peur de se salir les mains quand c'est nécessaire. Le Jack Bauer du IVe siècle en quelque sorte. En fait, depuis ces 6 dernières années, il semble que l'homme a toujours su être à la hauteur de la tâche. Présent pour amener la paix avec les Goths en 382, présent pour mater Magnus en 387, présent pour mater les Francs libres en 388, Arbogast, le couteau suisse, le couteau franc de Théodose. Donc tout va bien à l'Ouest à la fin des années 80. Enfin, tout irait bien si tu n'avais pas encore une toute petite histoire de religion pour mettre le bazar. Car 390
est l'année de la grande affaire du massacre de Thessalonique. Alors il faut expliquer brièvement ce dont il s'agit. En avril 390, une émeute éclate dans cette ville de la Grèce du Nord actuelle. La raison, autant qu'on puisse le comprendre, vu la qualité imparfaite des sources, n'est sûrement pas très glorieuse. Un conducteur de char, ce qui correspondrait dans notre monde moderne à une vedette type footballeur professionnel, s'est fait arrêter ce printemps-là pour tentative de viol contre un garçon mineur. Un crime assez grave, même pour une vedette de l'Antiquité, que les autorités ne peuvent pas laisser passer. Heureusement que ce genre de scandale impliquant des personnalités publiques qui s'imaginent au-dessus des lois et abusant sexuellement des plus faibles n'arrive plus du tout à notre époque. Quoi qu'il en soit, le gouverneur militaire de la ville, apparemment un go au service de Théodose, décide donc de ne pas passer l'éponge. Un acte tout à son honneur, mais qui malheureusement ne va pas lui porter chance, car une émeute se déclare à Thessalonique lorsqu'on apprend la nouvelle. La foule, déchaînée par l'arrestation de son héros, s'attaque directement aux autorités locales et lynche le dit gouverneur. Une affaire qui prend alors une toute autre ampleur avec ce crime. C'est maintenant une ville en rébellion, ouverte contre l'autorité impériale, alors qu'on sort à peine une guerre civile et que l'empereur est au loin. Autant dire que Théodose ne peut pas laisser passer une affaire pareille. Quelques semaines plus tard, des nouvelles troupes de Goths à son service sont envoyées pour reprendre le contrôle de la ville, ce qui ne surprendra personne. Par contre, ce qui est plus choquant, c'est que ce qui devait être une simple opération de police se transforme brutalement en un massacre intégral. En quelques heures, les troupes impériales cernent 7000 personnes dans l'amphithéâtre et passent tout le monde par le fil de l'épée. Hommes, femmes, enfants, l'opération de police de l'été 390 tourne en une tuerie indescriptible. Un massacre difficilement compréhensible pour les historiens modernes. Certains auteurs antiques vont mettre ça sur la colère de Théodose, ordonnant à ses troupes gothiques de tout massacrer. Ce qui est moyennement crédible, disons-le. Une autre option, plus probable, est que les troupes de répression sont juste parties en live ou ont dépassé les ordres, vu qu'il est difficile de croire qu'un empereur stratège et rusé comme Théodose aurait simplement pété les plombs. Quoi qu'il en soit, une fois le crime commis, Théodose ne peut pas passer pour un faible, incapable de tenir les troupes, ce qui porterait un terrible coup à son prestige. Mais le mal est fait. Ce sont les troupes gothiques et ariennes de Théodose qui ont massacré une population chrétienne nicéenne de l'Empire, et ce crime rejaillit sur le chef, qu'il ait été directement le commanditaire ou non. Et si déjà l'Empire était sous le choc de la nouvelle de Thessalonique, en tant que tel, l'image de marque de Théodose va encore se dégrader à l'été 390. Car l'improbable saint Ambroise, l'évêque de Milan, à qui on n'a rien demandé, refait surface. Notre prélat fait partir une lettre à Théodose où il lui explique que ce crime est sur sa conscience et que sans une repentance officielle de sa part, il ne peut plus lui offrir la communion. Une déclaration assez stupéfiante quand même de saint Ambroise qui affirme que la puissance impériale ne peut pas s'affranchir des règles divines et que pour le coup, Théodose a vraiment franchi la ligne rouge. Le rejet de l'évêque n'est pas une plaisanterie. C'est une terrible claque pour l'autorité de l'empereur qui risque une rébellion ouverte d'une grande partie de son empire du côté oriental où le christianisme nicéen est devenu totalement dominant et qui resterait difficilement soumis à un empereur déclaré impie. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est Ambroise qui va avoir gain de cause. Après plusieurs mois de tractation et de quasi mise au banc de Théodose du monde des fidèles, l'empereur va devoir se repentir publiquement du crime de Thessalonique sous la pression de l'évêque avant d'être admis à communier à nouveau à la fin 390. Une sacrée humiliation pour Théodose, qui, tout bon chrétien qu'il était, a dû la voir mauvaise de devoir plier le genou devant l'évêque, mais son retour en grâce était à ce prix. En vérité, quelque chose a changé dans le rapport de force entre pouvoir politique et pouvoir religieux à la fin du IVe siècle. Il faut le dire, il est tout bonnement incroyable ce saint Ambroise. Même si l'épisode habituel qu'on raconte où il aurait fait obstacle avec son corps pour bloquer l'entrée de la cathédrale de Milan à Théodose est probablement totalement bidon, cette histoire est tout de même comprise comme une étape importante de l'autonomie du pouvoir religieux qui commence à s'affirmer dans l'Empire, maintenant que le christianisme est devenu la religion officielle. Et une autonomie capable de défier l'autorité de l'empereur lui-même.
ce qui semblait impensable aux époques précédentes où l'empereur était le chef religieux officiel de l'Empire. Une sacrée étape donc dans la mise en place des rapports de pouvoir entre religion et politique pour les siècles à venir. Et donc, ça tourne au vinaigre ce séjour italien de Théodose ? Apparemment. En tout état de cause, après l'épisode de la mise au ban de Théodose, on va voir un véritable changement de comportement chez cet empereur qui va devenir un chrétien nicéen des plus acharnés, multipliant les édits contre tout ce qu'il considère impie et tentant de mettre la société romaine au carré en bannissant la plupart des anciens rites, allant même jusqu'à interdire les Jeux Olympiques de 393. Mais quoi qu'il en soit, en 391, Théodose se dit qu'il est temps de repartir chez lui à Constantinople. D'abord parce que c'est sa capitale, et qu'il a quand même pas mal d'ennemis et de problèmes à gérer côté Est qui demandent son attention. Et puis, il se peut qu'il en ait assez de croiser Saint Ambroise à la messe à Milan, lui rappeler les mauvais souvenirs de 390 et son bannissement de la communauté des fidèles. Il est temps pour lui de retrouver son fils aîné Arcadius, officiellement co-empereur, et qui dirige nominalement l'Orient en son absence, même si, à 9 ans, on se doute que le gamin ne doit pas diriger grand-chose, mais plutôt être sous la coupe des préfets du prétoire nommés par l'empereur. Ce qui d'ailleurs nous permet aussi d'entrevoir le plan qui se dessine probablement dans la tête de Théodose à ce moment-là. Parce que d'accord, tout le monde a compris que le petit Arcadius est appelé à succéder sur le trône de Constantinople un beau jour, une fois son père disparu. Ça, c'est clair. Seulement, il est clair par ailleurs qu'un seul dirigeant ne suffira plus désormais pour diriger un empire si vaste et qu'il faut un autre homme pour commander à l'ouest. Et pour que tout cela fonctionne, cet autre dirigeant doit être capable de travailler avec son collègue oriental sans que l'ambition ou la jalousie ne viennent pourrir la relation. D'accord. Nous comprenons en effet dans les grandes lignes le plan de Théodose. Arcadius a un petit frère, un certain Honorius, 6 ans en 391. Il est facile d'imaginer, sans trop se creuser la tête, que si le grand frère est déjà co-empereur de l'Est, on voit bien qui pourrait être un jour le candidat idéal pour l'Ouest. Sauf que le problème, c'est qu'Honorius est bien trop jeune à ce stade pour diriger quoi que ce soit. Et ça, c'est ennuyeux. Moi, si j'étais lui, ce que j'aurais fait, c'est garder l'Empire à l'Ouest sous un contrôle strict, en attendant que mon gamin ait un peu grandi à Constantinople. Il faudrait juste trouver un gars bien solide, pas trop ambitieux, pour tenir la place au chaud quelques années. Et hop, l'affaire serait dans le sac. Et bon gars, soyons honnêtes, vous voyez exactement de qui il peut s'agir. Lorsque Théodose quitte Milan, c'est à Arbogast qu'il confie le pouvoir en le nommant général en chef de l'Ouest. L'officier franc d'Empire, fils de Baoto, neveu de Ricomère, est bombardé comme le nouveau patron à Milan, contrôlant l'armée et l'administration de tout l'Occident dès le début 391 et le départ de l'empereur. Une solution de temporisation parfaite donc, et sans risque. Puisqu'Arbogast ne peut pas prétendre à être empereur, de par ses convictions religieuses comme de par son origine ethnique. Mais il est parfait pour tenir les rênes du pouvoir pour les prochaines années en parfaite obéissance à l'empereur d'Orient. Il suffit juste de lui adjoindre un homme de paille, un pantin capable de jouer la comédie devant les notables et le peuple de l'Ouest, en prétendant être le détenteur officiel du pouvoir aux yeux de tous. Enfin, au moins en attendant qu'un des fils de Théodose soit en âge de vraiment prendre le pouvoir. Et où trouver un homme sans pouvoir, sans alliés et sans amis, acceptant de diriger facticement l'Empire de l'Ouest sans la moindre responsabilité réelle? Un fantoche faible, inoffensif, et qui surtout ne commence pas à prendre confiance en lui en faisant quoi que ce soit d'utile. Et là aussi, vous me voyez venir. Cet homme au nom qui claque, mais qui est vu comme un parfait incapable. On en a justement un sous la main. Là, dans le Nord-Isère, à Vienne sur le Rhône. Le beau-frère Valentinien II, fort de ses 21 ans en 391 et de son impeccable pédigré de descendant des Constantiniens par sa mère et des Valentiniens par son père, est, sur le papyrus, l'empereur régnant d'Occident. Une belle fiction qui ne change donc absolument rien à la réalité du pouvoir. Arbogast a reçu des ordres, sans doute très clairs de Théodose à son départ pour l'Orient. Que l'empereur de l'Ouest reste dans son joli palais de Vienne et ne s'occupe surtout de rien du tout. Et le franc d'Empire aura la charge de prendre la totalité de l'administration militaire et civile à son compte, sous couvert d'une subordination nominale à l'empereur de Vienne.
Et en effet, j'imagine assez facilement le pauvre Valentinien se mettre à déprimer lorsqu'il comprend qu'il a juste changé de maître avec la nomination d'Arbogast. Un gars juste réputé pour être excessif, brutal et sans scrupules. Le N+1 idéal, quoi. Et bien sûr, le chef franc, comme l'on s'y attend, va suivre fidèlement les ordres et ne lui laisser aucun espèce d'espace politique. Les fonctionnaires et les officiers reportent à Arbogast. L'armée, qui compte de nombreux barbares, mercenaires ou barbares d'empire, sont fidèles aux francs. En gros, si le plan est que Valentinien II ne serve à rien, c'est sans doute un plan qui doit plaire à l'énergique chef franc. Arbogast prend le contrôle absolu de l'Ouest à partir de 391. Couvert par les directives de Théodose, qui lui a laissé les clés du pouvoir sous son autorité directe et une seule mission secondaire. Maintenir cette farce d'avoir Valentinien II empereur nominal, sans lui laisser une once de pouvoir. Ce qui marche assez facilement pendant quelques mois, vu que l'homme est isolé dans son palais de Vienne, sans pouvoir et sans contact avec l'appareil impérial, sauf ses très proches conseillers et serviteurs, qui ont tous intérêt à se tenir à carreau. D'ailleurs, un auteur antique raconte une anecdote troublante au sujet d'un de ses hommes, un proche de Valentinien qui a eu l'audace de s'opposer aux ordres d'Arbogast et de détourner des fonds. Grave erreur, qui va vite se payer cash, car la rumeur remonte aux oreilles d'Arbogast, qui rentre dans une colère noire devant une telle insubordination. Le conseiller, réalisant qu'il vient de commettre une terrible erreur, part se réfugier au pied de l'empereur, littéralement sous la robe de Valentinien II, assis sur son trône. Une belle cachette, qui fonctionne environ 3 secondes, le temps qu'Arbogast arrache l'homme de sa planque et l'exécute sur le champ, sous les yeux de l'empereur. Une belle démonstration de l'impuissance manifeste de Valentinien II. Toutes les lettres désespérées qu'il va envoyer à son beau-frère ne changeront évidemment rien. L'empereur de l'Ouest doit rester cantonné à son rôle de figurant et obéir à Arbogast. Idem ses appels du pied à Saint-Ambroise, lui demandant même un baptême nicéen pour le convaincre de l'aider. Mais rien n'y fait. Arbogast gère tout, méprise ouvertement l'empereur et continue à mener directement toutes les opérations militaires au nord, sans s'occuper de son avis, durant toute l'année 391 puis l'année 392. Et lorsque d'autres barbares attaquent à nouveau la Pannonie, c'est-à-dire l'Autriche actuelle, et que Valentinien demande de pouvoir mener des opérations dans ce secteur au printemps 392, Arbogast confirme évidemment que ça ne se fera absolument pas. Nouveau refus, net et cassant du véritable patron. Valentinien a pour mission de ne servir à rien, et on ne va sûrement pas lui laisser faire quoi que ce soit d'utile qui pourrait le sortir de son isolement. Cette dernière humiliation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En mai 392, Valentinien se décide à tenter le coup de force. Après tout, sur le papier, c'est lui l'empereur, et à 22 ans maintenant, il se dit qu'il est temps d'utiliser les pouvoirs qu'il a nominalement. L'empereur de l'Ouest décide donc de faire son putsch pour reprendre ce qui lui appartient de droit. Il publie un décret qui renvoie officiellement Arbogast. Là, c'est officiel. L'empereur reprend les rênes du pouvoir et exige tout à coup que tous les fonctionnaires et tous les militaires de l'Ouest lui reportent dorénavant. Sauf que, dès qu'Arbogast reçoit sa lettre de renvoi, il file immédiatement avec ses gardes au palais de Valentinien à Vienne. Et arrivé devant l'empereur, dans la grande salle du trône, notre homme déchire tout simplement la lettre. Là, devant Valentinien et sa cour, il réduit le décret en miettes publiquement et déclare à voix haute qu'il n'y a que Théodose qui peut le licencier, et sûrement pas ce minable de Valentinien. Et en laissant le jeune empereur médusé, Arbogast s'en va, avec ses hommes, sans doute en souriant devant l'imbécilité de ce fantoche qui a pu penser qu'une petite lettre de rien du tout pouvait changer sa situation. Mai 392, personne ne doit réaliser à Constantinople que la situation vient de basculer définitivement à Vienne et que l'Empire d'Occident ne va pas sortir indemne du bras de fer que Valentinien vient de perdre face au franc d'Empire le plus puissant de la décennie. Cette fois, plus de faux semblants. La mascarade du pouvoir de l'empereur est définitivement morte. Valentinien, qui a été dominé par sa mère, ignoré par Gratien, chassé du pouvoir par Magnus Maximus, presque exilé par Théodose dans son propre empire, se retrouve publiquement humilié par un général barbare. Et cela en est sans doute trop pour un jeune homme élevé et éduqué par sa maman pour devenir empereur un jour, et qui réalise qu'il n'est qu'un moins que rien aux yeux de la plupart des gens qui l'entourent. La goutte d'eau qui met le feu aux poudres,
Enfin, je veux dire un truc comme ça. Mais les résultats est que le lendemain de l'esclandre, au matin du 15 mai 392, on retrouve l'empereur Valentinien II pendu dans sa chambre, ayant préféré le suicide à ce calvaire sans fin. Un drame, sans doute, mais surtout un plantage monumental du joli plan de succession avec 0 vague que Théodose avait soigneusement préparé pour ses fils. Un grave échec donc, provoqué par l'intransigeance d'Arbogast, qui va devoir maintenant expliquer la situation à son seul patron, l'empereur d'Orient. Un bilan de compétences qui s'annonce musclé. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message et rendez-vous au prochain épisode.